Alors, en pratique, on a bien compris que le but, c'était d'identifier les patients qui ont chez les patients qui ont une extrasystolie ventriculaire, ceux qui sont porteurs d'une cardiopathie. Ça, c'est très très important, c'est le premier point. On veut chercher à dépister ceux qui sont porteurs d'une cardiopathie, ceux qui ont un risque rythmique élevé, ceux qui risquent d'altérer leur fonction ventriculaire gauche, et des patients aussi qui présentent une gêne fonctionnelle. Vous avez des gens qui n'ont pas les 10-12 000, mais qui sont empoisonnés par des ESV nocturnes, qui les obnubilent, et chez qui ils peuvent développer une sorte d'obsession autour de ça. Attention quand même, éradiquer les extrasystoles n'est pas synonyme d'amélioration du pronostic global, et je veux vous rappeler juste les résultats de l'étude CAST, très rapidement, qui avait cherché à éradiquer des extrasystoles ventriculaires en donnant de la flécaïne chez les patients qui avaient des ESV post-infarctus. Malheureusement, la courbe d'en bas, en rouge, montre que la mortalité a été accentuée. Donc on a nettoyé les extrasystoles, mais on a nettoyé les bonhommes avec. Donc attention, l'idée, ce n'est pas simplement d'éradiquer les extrasystoles ventriculaires. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Alors, l'indication de l'ablation des extrasystoles ventriculaires idiopathiques, parce que je vais quand même me focaliser un peu sur ce topo, on est quand même là face à des ESV chez des patients de découverte fortuite, on n'est pas nécessairement en face de patients qui ont une grosse cardiopathie. Eh bien, on a ce travail de consensus de 2019, HRS-ERA, qui n'est pas une recommandation, mais qui a un consensus d'experts, et qui nous dit la chose suivante. Lorsque vous avez des extrasystoles ventriculaires infundibulaires pulmonaires, eh bien, on a une recommandation de classe 1 de proposer une ablation. C'est un geste extrêmement simple. Aujourd'hui, on y va en single lead, c'est-à-dire on monte avec un seul cathéter, avec un système de carto 3D, et si on a la chance d'avoir pas mal d'extrasystoles pendant la procédure, chez un patient sous anesthésie locale, on va être capable de localiser le foyer de primo-activation et de l'éradiquer en un seul tir parfois. On nous dit même donc qu'on peut le proposer de première intention avant même d'essayer un traitement médicamenteux. On nous dit par contre qu'en cas d'inefficacité du traitement, il ne faut pas hésiter à proposer cette ablation certainement. Et chez des patients qui ont aussi des arythmies en salve, toujours dans ces ESV infundibulaires pulmonaires, ne pas hésiter non plus à proposer l'ablation parce que ça peut être symptomatique, voire entraîner des symptômes parfois jusqu'à l'étourdissement. Qu'en est-il des extrasystoles ventriculaires gauches? Eh bien, on nous dit qu'aussi, évidemment, on sera un petit peu plus prudent. Maintenant, on passe en classe 2A pour tout ce qui est chambre de chasse du ventricule gauche, le septum, la racine, l'anneau mitral. Peut-être pas strictement en première intention, mais très rapidement, on est tout à fait légitime à proposer une ablation par cathéter. Et puis, on peut même la proposer toujours avec ce grade 2A chez des patients qui ont des extrasystoles qui sont localisés dans la région du lèvre ventriculaire sommite. Je vais vous en parler, c'est une zone un petit peu particulière. Voire même chez des patients qui ont des extrasystoles ventriculaires épicardiques lorsqu'elles sont infundibulaires et qu'on va les aborder par voie épicardique. Et qu'est-ce que nous montre le petit panel en bas? Eh bien, c'est que les systèmes de cartographie 3D ont une indication de premier plan en classe 1, parce que sans eux, évidemment, on est complètement perdu. Alors, l'ablation des ESV, les systèmes 3D, je vous ai dit que c'était vraiment la grande transformation. On utilise la cartographie 3D. Par exemple, ici, je vous montre l'exemple d'un patient qu'on a fait dernièrement, et on va voir qu'ici, on est capable de mixer des images de segmentation à partir du scanner. Vous voyez en rouge la racine de l'aorte et les coronaires dans leur premier segment. Derrière, en bleu, vous voyez l'oreillette gauche. Et puis devant, qui vient vers nous avec toutes ces couleurs, c'est le ventricule. Et on a le foyer de primo-activation avec les petites flèches qui en partent, là, et on le voit aussi sur le petit panel à droite. Le foyer de primo-activation qu'on va cibler au niveau de l'anneau mitral antérieur. Et en un seul tir, on va éradiquer chez ce patient le foyer d'extrasystolie ventriculaire. Un autre exemple, là, c'est le ESV infundibulaire pulmonaire, classique, ici juste sous-valvulaire pulmonaire. À gauche, on voit une carte d'activation, on voit en rouge la zone d'où provient l'extrasystole, et on voit qu'elle est localement enregistrée très précoce. Et quand on va stimuler au niveau de cette zone que l'on pense être la zone de primo-activation, on est capable de reproduire la morphologie
de l'extrasystole ventriculaire à près de 100%. Donc je stimule au point que je pense être le point de primo-activation et je reproduis l'extrasystole avec une cohérence, une concordance de quasi 100%. Donc je suis dessus, je brûle et j'éradique le foyer. Un autre exemple, ici encore toujours un foyer qui est en arrière du his. Vous voyez, c'est souvent sous-pulmonaire, un peu haut situé, mais il y a des foyers qu'on peut retrouver un petit peu partout. Alors ici, je vais vous montrer l'exemple d'une extrasystolie ventriculaire de la région du left ventricular summit. Et c'est cette région qui est localisée entre les deux racines aortiques et pulmonaires et le septum. Mais ce foyer, il n'est ni vraiment à droite ni vraiment à gauche, il est au milieu de tout ça. Alors, ce n'est pas un foyer droit, un foyer gauche, mais comment y accéder? Parfois par les cuspes coronaires, parfois par le sinus coronaire, comme je vais vous le montrer sur ce petit film, j'espère qu'il va démarrer. Oui, alors on voit ici très clairement le cathéter qui est localisé dans le sinus coronaire distal. On est en train de brûler, vous voyez en bas, extinction des extrasystoles, on voit très très bien la disparition des extrasystoles. Alors, à gauche, l'infundibulum pulmonaire, le sinus coronaire devant, la racine de l'aorte en haut, l'infundibulum aortique. Et vous voyez, on tire dans cette zone qui est entre tout, et finalement, on va réussir à éradiquer ce foyer d'extrasystolie ventriculaire. Ça, c'est la région qu'on appelle le left ventricular summit, une région peu accessible, et une petite précaution particulière quand même du fait de la proximité des artères coronaires, mais globalement, on est capable de travailler prudemment avec parfois une angiographie coronaire préalable ou concomitante. Pour conclure, chers amis, Jean-Claude, on va, à l'issue de cet exposé, j'espère que vous avez compris que les extrasystoles ventriculaires, ce sont des arythmies fréquentes. Leur pronostic, il dépend essentiellement de la présence d'une cardiopathie sous-jacente, évidemment. Si on a une cardiopathie droite, on va plutôt penser à une DVDA, une cardiopathie gauche, on peut avoir tout type de cardiomyopathie, une CMH, etc. Il faut bien rechercher une cardiopathie débutante, et il ne faudra pas hésiter à refaire des bilans itératifs. Mais quand bien même on aurait éradiqué un foyer de SV infundibulaire pulmonaire, c'est quand même judicieux d'aller voir quelques mois, une année après, voir si le patient ne développerait pas par hasard une dysplasie débutante. Et attention, les patients sans cardiopathie ont un excellent pronostic, mais j'ai bien insisté sur le fait que si vous avez beaucoup d'extrasystoles, 10, 12 000 par jour, vous pouvez développer une cardiomyopathie rythmique et qu'en soi, ça peut être une indication à proposer un geste plutôt d'ablation. Enfin, pour conclure, je dirais que les antiarythmiques sont efficaces. On peut essayer les bêta-bloquants, les classes 1, les classes 3 un petit peu moins souvent, sauf sur des cardiopathies, mais on a bien compris que l'ablation par cathéter est un traitement de premier choix qui fonctionne très très bien chez des patients symptomatiques et qui ont éventuellement des extrasystoles fréquentes. Donc, ne pas hésiter à référer ces malades en vue d'un geste interventionnel et ne pas tâcher à tout prix de les tenir avec toutes sortes de médicaments, seuls ou associés. Voilà, je vous remercie. Merci Franck pour cet exposé très clair qui faisait le point sur les extrasystoles. Une question, tu nous as parlé de l'épreuve d'effort. En cas de cardiopathie ischémique qui peut être décelée par ça, est-ce que tu te sers d'autres examens comme l'échographie d'effort ou le scanner coronaire par exemple? Est-ce que tu fais d'autres recherches que l'épreuve d'effort simple? Bon, après, je pense que là, quand on fait l'épreuve d'effort chez ce type de patient, si on dépiste une coronaropathie ou une suspicion, alors là, après, on va passer, je vais dire, dans la recherche de bilan d'une cardiopathie ischémique. Alors là, on va ouvrir la porte à tous les examens complémentaires pour faire le dépistage et le bilan d'une cardiopathie ischémique. Quand on fait l'épreuve d'effort, c'est surtout pour voir ça disparaît, ça augmente, et puis j'ai bien dit le segment ST. Évidemment, si je suis face à une cardiopathie ischémique, on change un petit peu de catégorie, on change d'orientation, et là on va passer au bilan patient porteur d'un trouble, cardiopathie ischémique. Et donc tu nous as bien parlé de l'ablation. En conclusion, tu évoques le traitement. Est-ce que tu te donnes une limite en termes de traitement des associations où tu fais un traitement, s'il ne fonctionne pas, tu proposes l'ablation assez rapidement? Je crois que dans le traitement, le traitement a deux fonctions. Il a le but qui serait de supprimer les extrasystoles, mais parfois c'est aussi de les rendre un peu moins symptomatiques, parce qu'il y a des patients, ils n'en ont pas tellement, mais ça les gêne énormément. On peut essayer les bêta-bloquants,
On peut essayer les classes 1C si on est sûr de ne pas avoir de cardiopathie sous-jacente, tout ce qui est cordarone, etc., non. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la tendance actuelle, c'est quand même d'aller, lorsque l'accessibilité est bonne et qu'il n'y a pas de problème particulier, dès que les gens ont une quantité suffisante d'extrasystole, et a fortiori si on a un échec de traitement et des symptômes invalidants, ou une grande quantité d'extrasystole, on n'hésite pas à prendre l'avis du rythmologue, voir s'il y a moyen de proposer un geste interventionnel, disons, raisonnable. Merci, c'est très clair. Et merci de nous avoir suivis pour cette session.